à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 19 septembre 2024 et tout de suite, voici les titres que nous allons développer. La route des Gorges de l'Arly est de nouveau fermée à la circulation et ce pendant quelques semaines encore. Des travaux de sécurisation et d'entretien nécessaires et d'un coût de 700 000 €. Nous ferons le point dans un instant. Puis en seconde partie de journal, j'accueillerai sur ce plateau Oriane Aymar, alpiniste, auteure et conférencière. La sommiteuse de l'Everest en mai dernier viendra nous parler de son ascension et de son film, à paraître dans quelques heures seulement sur notre antenne. Mais pour débuter, c'est un itinéraire bien connu des usagers du territoire. La route départementale 1212, plus communément appelée la route des Gorges de l'Arly, vient de débuter une nouvelle campagne de sécurisation. Des travaux qui nécessitent la fermeture de l'axe routier pendant plusieurs semaines, mais sans lesquels le tracé ne subsisterait pas longtemps. Toutes les explications avec ce reportage. Aussi célèbre pour ses virages que pour ses travaux, la route des Gorges de l'Arly est actuellement en cours de sécurisation. Un chantier récurrent dans ce secteur, tant soumis aux aléas climatiques qu'au trafic routier incessant. En effet, on estime que plus de 5000 véhicules empruntent chaque jour cet axe départemental. Des conditions qui mettent les ouvrages à rude épreuve et nécessitant de fait un entretien régulier. On est sur des sécurisations long cours. C'est une route qui, en préventif, nécessite une attention constante. Donc on est très régulièrement, soit nos entreprises, soit nos agents, à œuvrer. On œuvre très régulièrement sur nos routes en général. Vous voyez nos collègues en orange le long des routes. Mais sur celle-ci en particulier, encore une fois, les territoires de montagne sont forcément plus instables que les territoires de plaine. Et les événements climatiques, parfois, accélèrent certains phénomènes. À l'image des crues de fin 2023 qui ont impliqué plus de 18 millions d'euros de travaux sur le département de Savoie, la RD 1212 subit régulièrement les colères du climat. Afin de maintenir la sécurité du tracé, de nombreux chantiers doivent être réalisés simultanément. Actuellement, on en dénombre 7 étalés sur les différents secteurs de l'axe. Alors là, on est sur une somme de 700 000 € qui sont engagés par le conseil départemental. Sur la partie basse, on a des travaux d'inspection, notamment comme on le voit là. Alors, là, on est typiquement sur des nouveaux ouvrages. On inspecte aussi nos galeries par bloc que l'on a ici. On en profite aussi pour faire des réfections d'enrobés. Et sur la partie haute, on fait des nouvelles protections pour la sécurité des usagers. Des travaux de sécurisation et d'entretien qui s'effectuent dans un cadre idyllique, mais toutefois difficile d'accès pour les différents intervenants. Un exercice largement facilité par la fermeture de la route sans laquelle il serait bien compliqué de tenir les délais annoncés. Donc se rajoutent à ces travaux-là des opérations de réfection d'enrobés, de nettoyage d'ouvrages de protection contre les risques naturels qu'on purge, qu'on nettoie. On inspecte des galeries par bloc également. Et puis on a toute une batterie de travaux qu'on catégorise comme de l'entretien routier courant que nos collègues réalisent, qui vont de l'hydrocurage pour gérer correctement les eaux pluviales, nettoyage, balayage, marquage également. On réalise nos marquages, nos axes en peinture, toute une série de travaux qui se rajoutent à ceci et qui se calent sur cette période de fermeture. Si la partie basse des Gorges devrait rouvrir dès le 11 octobre prochain, les travaux entre Flumet et Pras-sur-Arly se poursuivront jusqu'au mois de décembre, date à laquelle devrait débuter le flux de vacanciers qui comptent tous sur ce tracé pour arriver à destination. Suite et fin ce soir de notre série de la semaine sur les vins et le monde viticole des pays de Savoie. Avec ce dernier opus, Chloé Lemeur s'est intéressée au potentiel du cru 2024. Car avec une météo quelque peu défavorable depuis le printemps dernier, de nombreux domaines estiment aujourd'hui que les récoltes s'en trouveront directement impactées, annonçant déjà une baisse de production. C'est un reportage signé Chloé Lemeur. Depuis quelques jours, c'est l'effervescence dans les vignobles. Comme chaque fin d'été, exploitants savoyards et hauts-savoyards vendangent les cépages arrivés à maturité. Mais cette année, pour beaucoup d'entre eux, la récolte s'annonce moins bonne. En cause, la maladie du mildiou, mais aussi et surtout une météo capricieuse qui a mis à mal leurs exploitations.
Les bourgeons sont sortis dès la fin mars, début avril, en fonction des secteurs, suivant la précocité des secteurs et des cépages, parce qu'il a fait très chaud. Et après, malheureusement, dès la seconde partie du mois d'avril, il y a eu des épisodes de gel, plusieurs nuits consécutives ou pendant quasiment une semaine. Et ensuite, des températures pas vraiment de saison où il faisait quand même très froid. Donc il y a des vignes qui ont gelé malheureusement. C'était très hétérogène. Globalement, ce qui a gelé, c'était plutôt ce qui était en bas de coteaux, ce qui était à plat ou dans des cuvettes. Il y a eu des endroits où la récolte sera vraiment très très peu importante. Si ces aléas climatiques n'ont pas touché les 350 producteurs avec la même intensité, tous ont malgré tout été impactés. Exemple chez ce viticulteur installé à Corbonneau, qui s'attend cette année à récolter 30 tonnes de raisins au lieu de 60. Cette année assez compliquée, on a déjà eu du gel au printemps le 19 avril, donc qui a bien compromis la récolte. On en a perdu bien la moitié lors de ces gelées. Et après un printemps très compliqué avec beaucoup de pluie qui ne nous a pas facilité le travail dans les vignes. Et la pousse de la vigne a été lente et compliquée. Et il y a eu encore un phénomène de coulure, c'est-à-dire que les grappes ne sont pas allées au terme de leur maturité. Même chose du côté de Saint-Baldolphe au domaine Richel, victime à la fois des gelées, de la grêle, mais aussi d'un excès d'eau et de la sécheresse. C'est dur à estimer, après on a fait des estimations quand même, On sait qu'à peu près la surface, j'ai 1,75 hectare sur 6,5 hectares qui ont gelé à 95%, d'autres qui ont gelé entre 30 et 50%, mais on est plus autour des 35%. Donc en perte générale, on pourrait considérer une perte de 40 à 50%. Au lieu de tourner à 55 000 bouteilles, on va tourner autour des 27 000 bouteilles. Malgré ce constat, le vigneron souhaite rester optimiste quant à son millésime 2024. Je pense qu'il s'annonce quand même très bien. On ne va pas jeter toute l'eau du bain, il faut quand même être réaliste. Oui, ça va faire des petites quantités, c'est ça qu'il faut voir. Mais après, derrière, il y aura un énorme travail à la cave sur la vinification pour réussir à sortir le meilleur. Sachant que ce qui reste aussi, qui n'a pas été gelé, est de assez bonne qualité, très bonne qualité, on pourrait même dire, malgré les maladies qu'il y a eu suite à l'humidité en surplus. De son côté, le syndicat des vins de Savoie se veut lui aussi rassurant. Cette année particulière n'est pas catastrophique pour autant, avec une production globale proche de la moyenne, de l'ordre de 108 000 hectolitres au lieu de 115 les années précédentes. Nous accueillons à présent sur ce plateau Oriane Aymar. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Vous êtes alpiniste, himalayiste, sommiteuse de l'Everest, c'était en mai dernier. Alors vous êtes venue nous présenter notamment votre livre sorti il y a 2 semaines à peine et surtout votre film qui s'apprête donc à être diffusé en première mondiale sur notre antenne tout à l'heure. Merci d'ailleurs de cette exclusivité. Avant de parler de cette ascension à proprement parler, expliquez-nous un petit peu cette attirance déjà pour l'Himalaya et pour ce sommet en particulier. Ça date pas d'hier chez vous? Non, pas du tout. Ça date d'il y a très longtemps. J'ai toujours été très attirée par l'Himalaya. Je suis allée 21 ans la première fois au Tibet, au Népal, Inde du Nord. Je suis retournée au Tibet à 23 ans et là j'ai vu l'Everest pour la première fois. J'ai fait le trek jusqu'au camp de base de l'Everest et là ça a été un petit peu la révélation. Et je me suis dit, un jour j'irai en haut. Mais malheureusement, ça s'est pas déroulé comme prévu. Malheureusement, finalement, tout s'est bien passé. Mais à 25 ans, j'ai une hémorragie cérébrale alors que j'étais dans le nord de l'Inde, rien à voir avec l'altitude. Et à la suite d'une opération, on m'a dit que fallait que j'arrête, fallait pas que j'aille en altitude. Donc mon rêve de gravir l'Everest a été mis de côté pendant de très longues années. Et finalement, j'y suis parvenue. Force est de constater justement que le chemin a été compliqué, mais que finalement le rêve a été exaucé. Ouais. Justement à l'époque... Plus de 20 ans plus tard quand même. Plus de 20 ans plus tard, justement. Il y a eu plusieurs étapes, une sacrée préparation j'imagine, parce que forcément on ne va pas du jour au lendemain. Qui plus est qu'à l'époque vous n'étiez pas spécialement alpiniste chevronné. Donc comment du coup on se prépare pour un tel défi, autant physiquement que mentalement? Alors après, bien sûr, avoir fait tout le suivi médical pendant des années, parce que je ne suis pas remontée en altitude tout de suite. Je suis remontée par étapes, mais je me suis vraiment mise en 2018, où là j'ai commencé à gravir les 6000, 7000, et j'ai fait donc le Lhotse en 2019, en mai 2019. Et puis après, j'ai continué. Quatrième plus haut sommet du monde, à 8516 mètres, qui est juste à côté en fait de l'Everest. Et par la suite, j'ai continué aussi même ailleurs, à la Concagua,
Aconcagua ailleurs, donc je me suis un peu entraînée. Et donc l'année dernière, j'ai gravi l'Everest. Alors là, la préparation juste avant l'Everest a été un peu différente de celle du Lhotse. J'ai fait beaucoup de ski de randonnée puisque j'habite à Chamonix, enfin en Italie et aussi en Suisse. Et puis j'ai fait aussi un stage de préparation de yoga du froid en fait avec l'Institut Maurice Daubard, notamment dans le nord de l'Italie à 2000 mètres où là on se baigne dans des bains glacés. On voit ça dans le film documentaire. Donc ça a été une préparation physique et surtout mentale, je dirais. Alors tout ça pour aboutir justement en mai 2023 à la consécration de vos ambitions, mais le toit du monde forcément ça se mérite et cette ascension n'a pas été sans rebondissement si on peut dire. Non, alors je pensais que ça serait plus simple que le Lhotse, pas du tout. Au final oui ça a été plein de rebondissements et pendant la phase d'acclimatation, tout allait très bien, j'avais touché le camp 3 à 7002, je redescendais tranquillement et en fait ce que je craignais le plus est arrivé, j'ai été prise dans une chute de sérac dans la cascade de glace où j'ai été gravement blessée, donc j'ai failli mourir en fait, écrasée par un sérac et j'ai dû être secourue et aller donc à l'hôpital de Katmandou où là je suis restée un moment et donc j'ai eu la mâchoire déplacée et puis d'autres blessures et finalement malgré tout j'ai décidé de retourner parce que c'était mon rêve, c'est le rêve d'une vie et l'Everest représente beaucoup pour moi, c'est pas juste une simple montagne et donc j'y suis retournée mais ça a continué, les péripéties ont continué, c'est-à-dire qu'entre les tempêtes, il a fait extrêmement froid, donc j'ai eu des gelures, et puis à la redescente, puisque voilà, on est resté 3 jours dans la zone de la mort, et j'avais plus d'oxygène, plus d'eau, plus rien, j'étais tellement fatiguée qu'à 7008, au niveau de la bande jaune, à un moment donné, j'ai fait une petite chute ridicule, je dirais, en temps normal, j'aurais probablement rien eu, et là, je me suis fracturé le pied, et le problème, c'est que là-bas, il n'y a pas de secours en haut, à 7008, donc il a fallu redescendre avec le pied gauche fracturé, et plus les gelures, donc ça a été un peu l'enfer. Je veux bien croire. Le sommet, c'est vraiment quand on arrive en bas, sain et sauf. Autant de péripéties donc à découvrir dans votre documentaire. Donc justement, je le rappelle, ce soir en diffusion à 19h et 23h si vous nous regardez en direct. Pour ceci, une équipe de production, alors vous a suivi, alors pas jusqu'en haut. Jusqu'au camp de base, on va dire. C'est déjà pas mal. C'est grâce un peu à l'équipe et puis aussi à un Népalais qui s'appelle Pasang Sherpa, qui est également dans l'équipe. On a eu des très belles images et voilà. Alors justement, ce soir, c'est la sortie de votre premier documentaire. Alors vous n'êtes pas à la réalisation, pour autant ce film traite de vous et de votre aventure. J'ai participé beaucoup aussi. Quel était le message que vous vouliez faire passer avec cet ouvrage? Le message, il est très simple, c'est que tout est possible. Et quand on voit un peu mon parcours, moi, il n'y avait rien qui me prédisposait à gravir un tel sommet, enfin que ça soit l'Everest ou le Lhotse. Mais voilà, on voit mon histoire médicale. Aussi, moi, je ne viens pas de ce milieu-là à la base. J'ai commencé très tardivement l'alpinisme et l'himalayisme, et puis ça a été une succession de crises, et notamment la chute de sérac, mais c'était une des crises. Il y en a eu plein d'autres, et puis aussi en tant que femme, alors ça c'était plus propre au Lhotse, j'ai pas du tout été soutenue. Donc malgré tout ça, voilà, je suis parvenue. Bon, quand même, je me permets de poser la question. L'Everest est au centre de l'actualité en ce moment, et notamment avec le jeune streamer Inoxtag qui a sorti son documentaire. Alors déjà, c'est une production que vous avez vue. Qu'est-ce que ça vous évoque pour j'ai pas encore vu la totalité, j'ai vu la moitié du film, j'étais en déplacement donc ça n'a pas aidé, mais de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé, j'ai vu seulement la moitié pour l'instant, mais je vais voir la suite, et j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les images sont superbes déjà, c'est très bien réalisé, très bien fait, et au niveau des messages, je rejoins assez donc Inox ou Inoxtag ou Inès, voilà, sur le fond, c'est-à-dire que oui, tout est possible, et que quand on a un rêve, il faut avoir des rêves et il faut se lancer, il faut oser, et peu importe ce qu'on dit, peu importe les critiques, parce qu'il en a reçu, j'en ai reçu aussi beaucoup. C'est un beau message. Et voilà, donc c'est un beau message, et donc je suis alignée avec ce qu'il pense, et ça demande bien sûr de la préparation. Et, voilà. En tout cas, on le rappelle, votre film Everest, la déesse mère, est donc à découvrir ce soir, ce jeudi soir, 19h, 23h si vous nous regardez en direct, ce vendredi 7h, 11h et 15h, et ce dimanche 18h sur 8 Mont Blanc. Oriane, de votre côté, on continue un petit peu les campagnes de promotion, si je ne m'abuse. Donc Au cœur de l'Everest, c'est le titre de l'ouvrage, voilà, aux éditions Mareuil. Et donc il y a une dédicace samedi à Chamonix, à 17h, avec la librairie
librairie Landru. Voilà, ça sera au Café des Aiguilles. Et ça se poursuit le 9 octobre à Paris, à la librairie Fontaine-Haussmann. Et également, il y aura des dédicaces en Suisse, notamment à la FNAC en Valais, donc à Sion le 28 octobre, c'est ça, samedi, voilà, et le 26 octobre, pardon, et la semaine suivante, le 2 novembre à Sierre. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Oriane, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite bonne chance. Merci, pour la Emmanuel. suite. Merci beaucoup. Car nous voilà déjà arrivés au terme de ce journal sur 8 Mont-Blanc. Vous le savez, dans un instant, c'est le retour de Thierry Paul, mais de son point météo. Pour ce qui est du prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est pour demain, vendredi, à partir de 18h. Mais en attendant, je vous souhaite une belle soirée avec nos programmes. À bientôt.